Et un grand merci à la EDH pour cette invitation à ce passionnant séminaire. Alors, en effet, donc, je suis vice-présidente de la LIPEL, je suis par ailleurs avocate au barreau de Bruxelles et chercheuse à l'université, associée à l'université de Louvain. Alors, l'intitulé de mon intervention, qui en fait va être très très courte, puisque je ne parle que pour un pays et qui en plus est un tout petit pays. Donc, on m'a dit 10 minutes, je vais faire un peu. Donc, l'intitulé. Il y avait plus petits. Oui, il y avait plus petits. Il y a toujours plus petits. C'est ça, l'intitulé de mon intervention était donc un peu ambitieux par rapport au temps imparti, puisque la question que je posais était celle de savoir si les droits sociaux fondamentaux peuvent-ils être véritablement au service de plus de justice sociale. Donc, comme le disait tout à l'heure, ce matin, un intervenant il disait mais finalement, est-ce que le papier, ce n'est que du papier? Non, il peut sortir une véritable force de transformation sociale du droit. Certains le pensent, certains sont particulièrement pessimistes à cet égard. Alors moi, je veux juste partager un petit peu quelques fruits de l'expérience belge. Donc là, je parle en tant que membre de la Ligue belge. Alors, je repartais, j'ai malheureusement pas de PowerPoint, mais j'ai quelques notes qui figurent dans votre dossier là, de colloque. Je repartais sur le fait qu'en 2010 qui était baptisée l'année européenne de lutte contre la pauvreté, l'Union européenne recensait 17% d'Européens qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté et donc qui ne jouissaient pas des besoins de base. Alors, en fait, ce pourcentage de 17% correspond exactement au pourcentage qui est établi chaque année en Belgique, où on dit qu'il y a entre 15 et 17% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté étant fixé en Belgique à 950 €. Alors, vous savez, donc c'est 60% du revenu médian. En Belgique, c'est donc 950 €. Donc, il y a 15 à 17% de Belges qui vivent en dessous de ce montant-là. Donc 950 €, c'est pour une personne isolée. Alors, on a parlé, monsieur l'a encore parlé maintenant, de la crise économique qui frappe l'Europe. Alors évidemment, on peut cibler identifier une série de conséquences de cette crise économique. Moi, je vais juste en recenser brièvement 4, en disant, mais finalement, cette crise économique, elle a pour première conséquence un impact très fort sur les allocations sociales, puisque en Belgique, par exemple, le revenu qui est donné aux personnes les plus pauvres, ce qu'on appelait en Belgique avant le Minimex, maintenant le revenu d'intégration, donc le RMI en France, eh bien, le montant du revenu d'intégration en Belgique, il est pour une personne isolée de 800 €, donc il reste entre 150 et 200 € en dessous du seuil de pauvreté, et ça fait des années que la société civile demande que le revenu minimum d'insertion soit au minimum au niveau du seuil de pauvreté, mais on n'y arrive jamais, et dans le contexte actuel, encore moins. Donc voilà un premier impact sur les allocations sociales. Un second, c'est que la Belgique a récemment adopté une norme, donc entrée en vigueur en novembre 2012, sur la dégressivité des allocations de chômage, et donc pour des personnes cohabitantes, avec le temps, les allocations de chômage se dégraissent de 40%. Donc sur l'espace d'un an et demi. Alors que la Belgique, avant, avait la fierté de dire que la dégressivité était très faible et que la Belgique est un des pays pour lesquels les allocations de chômage ne sont pas à durée déterminée. Elles sont à durée indéterminée. Et tout ça est remis en cause aujourd'hui. Donc, un des impacts parmi la multitude d'impacts de la crise économique. Alors, un second qu'on peut facilement identifier aussi, et certainement dans la plupart des États de l'Union européenne, c'est ce qu'on a convenu d'appeler la criminalisation des mouvements sociaux. Où très fréquemment, on assiste lors des grandes manifestations qui sont orchestrées par les syndicats, la société civile, les deux ensemble, on assiste quand même à un durcissement de l'intervention policière qui fait que la Ligue des droits de l'homme a créé ce qu'on appelle un observatoire des violences policières, donc l'OPSPOL, qui est donc, que vous pouvez voir sur le site de la Ligue belge. Je pense qu'il est assez bien conçu, dans lequel on indique aux citoyens tous leurs droits et leurs obligations à l'égard des forces de police, dans lequel on rappelle que la force de police doit être une force de protection et non de persécution, et que la police doit inspirer une confiance auprès des citoyens, comme ça les protéger plutôt que de les menacer quand ils exercent leurs droits fondamentaux. Alors, l'OPSPOL, on pense que c'est une création toute récente et sur laquelle on a investi beaucoup d'énergie, et
d'inspiration pour d'autres pays qui vivraient les mêmes phénomènes. Alors, on est d'autant plus attentif à ça parce que vous vous souvenez certainement qu'il y a nombreuses personnes d'entre vous qui connaissent Amartya Sen, cet Indien de Nobel d'économie, qui disait à l'époque, l'Inde, la famine n'est pas un phénomène naturel, mais est un phénomène politique. Et donc Amartya Sen disait, si les Indiens se voyaient reconnaître les droits, s'étaient vus reconnaître les droits civils et politiques au moment des grandes famines, ils auraient pu manifester dans la rue, descendre dans la rue et assurer une meilleure distribution des stocks de nourriture. Et donc cet attachement aux droits civils et politiques, à la capacité de dénoncer ce qu'on réprouve dans le gouvernement, eh bien, cet attachement aux droits civils et politiques, il est essentiel pour faire vivre les droits économiques et sociaux. Et donc on voit bien qu'il y a la criminalisation des mouvements sociaux, il y a une volonté d'affaiblir la voix des dissidents, ou la voix des mécontents, des exigeants, etc. Alors, donc ça c'est un des seconds phénomènes. Un troisième, dans la même lignée, c'est que on sait que beaucoup de sociétés civiles dans certains pays dépendent, peut-être pas dans tous les pays de l'Union, mais dépendent des subventions que les pouvoirs publics donnent, notamment pour financer les salariés des organisations. Et on assiste de nouveau à une diminution de ces subsides pour financer nos salariés ou financer des projets. Et or, s'il y a des diminutions des subsides, il y a un affaiblissement du pouvoir de la société civile qui n'a plus la même vitalité parce qu'elle n'est plus soutenue financièrement et que donc voilà, affaiblissement d'un contre-pouvoir. Alors, une quatrième conséquence parmi, je dis, une multitude de conséquences, évidemment au niveau des politiques de migration, avec un durcissement, je vais évoquer ça très rapidement après, durcissement des politiques migratoires, notamment au niveau du regroupement familial. On l'a dit ce matin, mais le regroupement familial devrait être plutôt facilité dans le sens où ça permet effectivement de vivre une chose fondamentale de son existence, la famille. On assiste en Belgique donc à une conditionnalité du regroupement familial au fait que la personne qui est déjà en Belgique dispose de moyens de subsistance suffisants pour accueillir son épouse ou son enfant, et que si les moyens de subsistance ne sont pas suffisants, le regroupement familial est refusé. Donc on voit là qu'il y a nouveau une préoccupation économique très forte des États et qui vont alors à rebours des droits fondamentaux. Et même chose, déclin des conditions d'accueil des réfugiés, je vais y revenir un petit peu après. Donc voilà, je dis pauvreté importante, 15 à 17%, crise économique avec des impacts très concrets, que je viens d'en évoquer quelques-uns. Et donc, comme je dis, la question est de savoir finalement, mais les droits fondamentaux sont consacrés, ce ne sont pas des idées incantatoires, ce sont des obligations pour les États, donc une responsabilité pour les États. Et donc, est-ce que ces droits fondamentaux sont susceptibles de générer un accès plus équitable aux besoins de base? Donc, est-ce qu'ils sont capables de tenir leurs promesses? Alors, je voulais évoquer, mais donc toujours très rapidement, et vous m'interrompez si je mets trop de temps, donc la façon dont la Belgique a essayé de mobiliser, la Ligue des droits de l'homme belge francophone a tenté de mobiliser d'une part le droit au logement, d'autre part le droit au travail, et enfin le droit à la santé. Et donc, comme je disais, pour tester l'effectivité de ces droits-là. Ça veut dire quoi, un droit au logement? Alors, on s'est emparé de ces droits-là tant par des actions citoyennes que des actions judiciaires, parce que la Ligue des droits de l'homme est composée quand même énormément de juristes, beaucoup travaillant à l'université pour partie, et donc sans vouloir ne connaître que le droit et rien d'autre, on essaye d'utiliser le droit comme une arme, comme je dis, pour mettre l'État face à ses responsabilités. Alors, mais aussi on imagine des actions citoyennes, je vais commencer par là. Donc, et pour reprendre, il y a beaucoup de Français ici, on aime bien cette formule de Mireille Delmas-Marty qui parle des forces imaginantes, imaginantes du droit, je pense. Et donc, on a, depuis un an, et même déjà avant, mais mis chaque fois en parallèle, notamment au sein de la région Bruxelles-Capitale,
deux choses extrêmement choquantes, mais qui nouveau existent dans un grand nombre de capitales, c'est qu'à Bruxelles, on recense 15 000 logements vides, 15 000 logements vides et 1,5 million de mètres carrés de surface de bureaux inoccupés. Donc il s'ajoute aux 15 000 logements vides. Et dans les 15 000 logements vides, donc il y a 20% de ces logements qui appartiennent au pouvoir public. Pouvoirs publics qui ont donc commandé une obligation de tout mettre en œuvre pour garantir le droit au logement des citoyens, enfin des personnes qui résident sur le territoire de la Belgique. Et donc, ça, c'est les chiffres que je viens de vous donner, c'est donc en région Bruxelles-Capitale, et parallèlement à ça, pardon, on recense 1990 des personnes sans abri à Bruxelles. Et donc, la Belgique avait voté, sous un gouvernement socialiste, une loi qui permettait la réquisition des immeubles vides. Mais pour ça, il fallait que le bourgmestre, donc les maires des villes actionnent cette loi. Et bien donc, on a invité tous les citoyens à interpeller les conseils communaux et le bourgmestre de leur ville pour qu'ils fassent appliquer la loi sur la réquisition des immeubles vides. Ça, c'est une action citoyenne. Mais au niveau des actions juridiques sur le droit au logement, on a introduit récemment par le truchement de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, deux réclamations collectives. Une relative au logement des gens du voyage et une relative à l'absence de solutions d'accueil, donc d'hébergement de qualité pour les personnes handicapées adultes de grande dépendance. Alors, c'est intéressant de voir la décision que le Comité européen des droits sociaux, donc je ne sais pas si vous êtes bien familier des réclamations collectives devant le Comité européen des droits sociaux, mais donc en mars 2012, il a condamné la Belgique pour violation du droit au logement des gens du voyage. Et dans ce cadre-là, en disant que les terrains d'accueil ou de transit pour les gens du voyage étaient déficitaires, enfin, ça ne répondait même pas à 50% de la demande, d'une part, mais ils ont rappelé quelques principes tout à fait essentiels en matière de droit au logement. Je vais en citer de mémoire, mais j'ai tous les documents à disposition et j'ai une petite note de synthèse qui a été ici dans votre phare de documentation, mais il rappelle notamment, donc par exemple, d'abord il parle du principe que comme il n'y a que 50% des besoins qui sont satisfaits, forcément les 50 autres % des gens du voyage stationnent sur des aires qui ne sont pas prévues et donc font l'objet d'expulsion. Donc ils dénoncent, ils disent parce que finalement vous expulsez des personnes en disant qu'ils ne respectent pas les règles d'ordre public, mais vous avez vous-même généré le désordre, à qui profite le crime. Et en fait, parce que forcément on génère le désordre, donc il y a une stigmatisation des gens du voyage, et donc voilà, c'est mais donc le Comité européen des droits sociaux a notamment dénoncé ça d'abord, et puis a dit qu'en cas d'expulsion, s'il fallait expulser, il fallait que des principes fondamentaux soient respectés. Qu'on expulse d'un terrain privé ou d'un terrain public, il faut que l'expulsion ne se passe jamais, ne doit pas se passer en hiver, ne peut pas se produire durant la nuit. Il faut que les personnes qui sont expulsées aient un droit au recours. Il faut également, élément essentiel, qu'il y ait une solution de relogement prévue. Donc au moment de l'expulsion, on ait déjà une solution de relogement qui soit disponible, parce qu'ils sont quand même des principes assez exigeants et donc essentiels. Alors, le comité des ministres du Conseil de l'Europe vient d'adopter, qui a été rendu public, sa résolution rendue publique le 3 mai dernier, et donc qui est assez intéressante puisqu'elle rappelle tous ces principes très clairement en matière de droit au logement. Je n'ai pas le temps de les décliner, mais donc voilà. Pour le handicap de grande dépendance, alors là je vous livre un secret, mais c'est secret partagé, c'est que la Belgique vient d'être condamnée aussi, mais donc il y a 4 mois de confidentialité de la décision. Mais comme je disais ici, le secret est partagé, mais donc vient d'être condamnée parce qu'effectivement, elle n'offre pas de situation d'hébergement de jour et de nuit en suffisance pour les personnes handicapées de grande dépendance. Je vais très vite. Alors, au niveau, je voulais aussi évoquer rapidement encore 2 choses, c'est qu'au niveau du droit au travail, j'en ai fini pour le droit au logement, je suis désolée d'être un peu au pas de charge, mais sur le droit au travail, on a voulu s'attaquer à la question du travail pénitentiaire. Pourquoi? Parce qu'on a très souvent, on n'arrête pas de parler de la question de l'enfermement et de la prison. Et moi, je revenais souvent avec l'idée qu'il fallait parler de la prison autrement, et notamment
la Cour européenne des droits de l'homme avait souvent dit les droits civils et politiques ne s'arrêtent pas aux portes des prisons, enfin la justice. Et nous on rajoutait les droits économiques et sociaux non plus. Hein, et donc pour donner un exemple, en Belgique, un détenu qui travaille, il est payé 0,62 € de l'heure, donc les détenus qui font la cuisine, qui sont servants, qui nettoient la prison, etc. Donc ce qui est évidemment un salaire absolument dérisoire. Et on remarque quand on dit que la prison est une école du crime, on remarque aussi que la prison est un accélérateur de pauvreté. Hein, non seulement il y a évidemment énormément de personnes très précarisées en prison, ça tout le monde le sait, mais ce qu'on dit moins, c'est que les personnes ressortent plus pauvres encore qu'elles ne sont rentrées, puisqu'elles ont perdu souvent le peu qu'elles avaient du temps de l'incarcération, et qu'en plus, elles gagnent tellement peu quand elles ont la chance de travailler, que ça leur permet à peine d'indemniser leurs victimes, de payer l'éventuelle contribution alimentaire pour leurs enfants, etc. Et donc on est en train de diffuser aujourd'hui dans les établissements pénitentiaires de Belgique, donc il y a 33 prisons en Belgique, on diffuse un questionnaire sur la perception du travail pénitentiaire par les détenus, et il est aussi dans notre phase de documentation parce que de nouveau on pense que ça pourrait être une source d'inspiration pour ailleurs, et que cette question du travail pénitentiaire devrait recevoir une attention forte dans les différents États, d'autant qu'il y a des États de l'Union européenne qui acceptent le fait que les détenus sont des salariés, donc ils ont un contrat de travail avec l'administration pénitentiaire. C'est le cas sauf erreur de ma part en Espagne, en Italie. En Belgique, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont en train de travailler à une loi qui confirme l'inverse, qui dit bien que les détenus n'ont pas de contrat de travail avec l'administration pénitentiaire pour éviter que les détenus acquièrent de plus en plus de droits. Donc ils veulent créer une loi similaire à la disposition qu'il y a dans le Code de procédure pénale français. La question bouge pas mal en France par exemple. Alors je vais véritablement terminer maintenant par la question du droit à la santé. Simplement avec cet élément-ci, c'est que comment dire, quand je dis mais les questions migratoires, la crise économique se durcissent, on sait par exemple que pendant longtemps en Belgique, les demandeurs d'asile avaient droit justement à une sorte de revenu minimum d'insertion, et puis qu'aujourd'hui ils ont droit à l'accueil dans des structures ouvertes, hein, avec un régime collectif où ils sont à 20 dans des pièces, etc. Par ailleurs, les personnes en séjour illégal, elles n'ont jamais eu droit à un revenu minimum d'insertion, mais ont droit à l'aide médicale urgente. Hein, on dit ça, c'est le minimum que les États doivent consacré, puisque une personne sans papier malade est d'abord une personne malade avant d'être une personne sans papier. Et que donc, c'est une obligation de tous les États pour ne pas faire des traitements inhumains et dégradés. Ce que je voulais dire à travers ça, c'est qu'on sait très bien qu'il y a deux manières de dissuader, d'instrumentaliser les droits sociaux pour dissuader les mouvements migratoires. C'est de modifier la nature des droits sociaux. Donc ici, on ne donne plus de l'argent aux demandeurs d'asile, mais on donne de l'aide matérielle à travers des centres collectifs. D'une part, modifier la nature des droits, et d'autre part, diminuer l'étendue des droits. Et comme je disais, aujourd'hui, pour les sans-papiers, eh bien, on est en train de remettre en cause l'aide médicale urgente. Et alors, ma conclusion, c'est de dire par rapport à la question de la migration, c'est qu'on assiste aujourd'hui à ce qu'on peut appeler un double renversement, c'est que, en fond, on a l'impression que voilà, ce sont les populations en séjour légal en Belgique qui se disent insécurisées par les mouvements migratoires, et donc on ne prend plus du tout en considération l'insécurité que vivent les migrants qui viennent en Belgique. Cette insécurité est complètement considérée comme non crédible par la population résidente, donc renversement au niveau de l'insécurité et renversement au niveau de la responsabilité, puisque les États commencent à se dégager de leurs responsabilités parfois élémentaires, notamment en matière de soins, et finalement culpabilisent les étrangers en disant, mais de toute façon, dans votre pays, vous aurez pu certainement vous soigner aussi. Et c'est notamment le cas d'ailleurs pour tous les Roms des pays de l'Est ou des Balkans, etc., où aujourd'hui on considère en Europe occidentale qu'il n'y a pas de problème, ces pays sont rentrés dans l'Union, etc., et que donc on culpabilise les Roms qui finalement ne font pas grand-chose. Et donc, j'en ai terminé. Merci, je suis désolée de te presser comme ça, mais je n'ai pas le moyen d'allonger le temps. Je suis désolée. Je donne donc la parole à Tatiana Zdanoka. Merci. C'était juste intéressant, social.
Mais comme je suis membre du Parlement européen, je pense que vous voudrez bien entendre ce qu'on peut faire au niveau de l'Union européenne. Donc je passe à l'anglais maintenant. So I will continue in English. First of all, I have promised already to answer the questions of this, reflecting to first intervention on austerity policies. And as I see